Il n'y a pas de désir qui ne soit machine, ni de machine qui ne soit d'abord désir. Nous avons tous ressenti cette impulsion, ce courant souterrain qui nous traverse parfois, nous pousse vers des choix inattendus, des passions dévorantes, ou des créations que nous n'aurions jamais cru possibles. Ce n'est pas une simple envie passagère, mais une force plus primitive, une sorte de moteur interne qui s'enclenche sans notre plein consentement, nous entraînant bien au-delà des sentiers balisés de la raison ou de la bienséance. Nous observons cette même poussée chez des autres, cet élan vital qui les projette dans des projets colossaux, des quêtes insensées ou des relations complexes, comme si une énergie invisible dictait leurs pas, les forçant à construire, à détruire, à aimer, à fuir. C'est le moment où l'on perçoit qu'une part de nous-mêmes échappe à notre contrôle conscient, qu'une agitation fondamentale opère en deçà de nos pensées les plus lucides, orchestrant nos mouvements, modelant nos réalités d'une manière que nous peinons à saisir pleinement. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de Gilles Deleuze, un philosophe qui a osé regarder cette force brute en face, non pas pour la dompter ou la réduire, mais pour la comprendre dans sa splendeur chaotique. Nous allons explorer l'idée déroutante, mais profondément libératrice, que chacun de nous est une machine à désirer. Ce n'est pas une métaphore anodine ou une image poétique. C'est une proposition radicale qui bouleverse notre compréhension du désir, de telle identité et de la réalité elle-même, nous invitant à reconsidérer ce qui nous anime au plus profond. Longtemps, le désir fut perçu comme un manque, une béance à combler, une soif insatiable qui nous tourmente jusqu'à la satisfaction éphémère d'un objet extérieur. On nous a appris à le voir comme une déficience, un creux qu'il faut remplir, une tension douloureuse dont il faut se débarrasser au plus vite. Ce modèle, profondément ancré dans notre psyché collective, nous fait croire que le bonheur réside dans l'acquisition, dans la possession de ce qui nous échappe, nous transformant en éternels chercheurs d'une plénitude qui nous glisse sans cesse entre les doigts. Selon cette vision, la vie serait une succession de manques à réparer, des objets à atteindre pour enfin trouver la paix. Mais cette paix ne vient jamais vraiment, car un nouveau manque se fait toujours jour. Nous restons alors prisonniers d'un cycle de privation et de quête, toujours un pas derrière notre propre accomplissement, toujours à la merci de ce qui nous fait défaut. Pourtant, cette perspective, malgré son apparente logique, entre en résonance étrange avec ce sentiment que j'y évoquais au début, cette poussée qui ne demande pas à être comblée mais à se manifester, à s'exprimer. Comme elle avait pressenti le poète Rilke, le désir n'est pas seulement d'obtenir la chose, mais aussi d'être en plein désir, d'épouser ce mouvement même, cette tension vibrante qui nous traverse et nous constitue. Il y a une joie perverse, une énergie créatrice, dans le simple fait de vouloir, de tendre, de l'année, bien au-delà de la finalité de l'objectif. C'est une sensation de puissance, une affirmation de soi qui ne dépend pas d'une absence, mais d'une présence, celle d'une force ininterrompue qui cherche à se déployer, à se connecter, à se transformer sans cesse. Ce n'est plus une quête de ce qui nous manque, mais une expression de ce qui est déjà là, en nous, et qui ne demande qu'à s'amplifier, à se propager. Deleuze nous invite à une révolution de la pensée, à renverser cette conception millénaire. Il nous propose d'envisager le désir non plus comme une aspiration à l'inexistant, mais comme une production, une fabrique constante de réalité. C'est une force active, constitutive, qui ne procède pas d'un manque originel, mais d'une abondance intrinsèque, d'une capacité innée à créer, à inventer, à brancher des flux sur des autres flux. Il ne s'agit plus de vouloir quelque chose comme un objet absent, mais de faire quelque chose avec l'énergie du désir elle-même, de l'utiliser comme un moteur pour agencer des mondes, pour relier des fragments, pour inventer des modes des existences inédits. C'est une affirmation radicale de notre puissance ontologique, de notre capacité à façonner le réel par la simple dynamique de nos désirs, de nos pulsions les plus profondes. Imaginez que ce qui vous anime n'est pas une carence mais un générateur, un dispositif infini qui assemble, démantèle et réassemble des connexions sans fin. Votre corps, votre esprit, vos interactions, tout cela devient le terrain d'un jeu mécanique complexe où le désir n'est pas l'opérateur qui manque une pièce, mais la force qui soude les engrenages, qui fait circuler l'énergie, qui produit de nouvelles configurations. C'est une mécanique sans intention finale, une sorte de perpétuum mobile qui ne cherche pas une fin, mais une continuité dans le mouvement, une prolifération incessante de liaisons et de ruptures. Cette vision nous arrache à la passivité du manque pour nous jeter dans l'activité fiévreuse de la production, nous transformant de consommateurs de désir en créateurs de monde, de participants silencieux en acteurs bruyants de notre propre existence. Cela ouvre une brèche vertigineuse sur la nature même de notre conscience, de nos affects et de notre relation au vaste réseau du monde. Nous avons tous ressenti cette sensation, parfois lourde, parfois subtile, d'être enserrés dans des définitions, des attentes, des catégories qui nous semblent trop étroites pour contenir toute la richesse de notre être. C'est le sentiment d'être un rôle avant d'être une personne, une fonction sociale avant d'être un individu vibrant. On nous dit d'être ceci ou cela,
d'aspirer à ceci ou cela, de désirer de telle ou telle manière, et chaque injonction, chaque étiquette, chaque norme vient comme une maille de plus dans le filet qui nous structure. Nous nous plions, nous nous adaptons, nous nous organisons pour tenir notre place dans l'engrenage social, jusqu'à nous sentir parfois fragmentés, morcelés, comme si notre identité était une collection de pièces détachées, chacune assignée à une tâche précise. Et pourtant, sous cette surface apparemment ordonnée, sous cette enveloppe fonctionnelle, une impulsion se manifeste, une force sous-jacente qui aspire à déborder, à ne pas se laisser contenir par ces cadres trop rigides, une sorte d'appel au-delà des limites. C'est face à cette tension que Gilles Deleuze et Félix Guattari nous offrent une perspective radicale avec le concept du corps sans organes. Il ne s'agit absolument pas d'un corps littéralement dépourvu d'organes, d'une entité monstrueuse ou d'une bizarrerie biologique. Le corps sans organes, ou CSO, est une idée bien plus profonde, une manière de penser la vie et le désir dans leur état le plus brut, avant toute organisation, toute hiérarchie, toute attribution de fonction. C'est l'expérience d'une plénitude préorganique, une surface d'immanence où les flux et les intensités circulent librement, sans être canalisés ou finalisés par des structures préexistantes. Il représente le substrat indifférencié de l'existence, le terreau fertile d'où émergent toutes les formes, mais qui n'est lui-même aucune forme particulière. C'est une plongée dans la puissance créatrice de la vie elle-même, une vie qui refuse de se laisser confiner dans les moules que nous lui imposons par nos logiques ou nos conventions. Le CSO est le lieu où le désir, en tant que machine, opère dans sa forme la plus pure, avant d'être capturé, interprété ou même réprimé par les codes de notre conscience, de notre langage ou de notre société. Imaginez la puissance brute d'un nouveau-né, cet amas de sensations, de mouvements involontaires, de cris et de rires. Il n'est pas encore un moi organisé au sens psychologique, mais une collection d'intensités, un flux d'énergie qui se manifeste par des suctions, des explorations tactiles, des babillements qui sont autant de productions, de tentatives de connexion avec le monde sans idée préconçue de ce qu'il doit être ou de ce à quoi il doit servir. Il n'y a pas encore d'organe qui fonctionne uniquement pour une seule fin, mais une potentialité infinie, une surface vibrante où tout peut advenir. Ces gestes ne sont pas des manques à combler, mais des affirmations de sa présence, des expressions de son élan vital. La distinction essentielle se fait alors entre le corps sans organes et l'organisme. L'organisme, c'est nous tels que nous nous percevons et sommes perçus, avec nos organes bien définis, chacun ayant sa fonction attribuée et son rôle dans un système global. Le cerveau pense, le cœur pompe, l'estomac digère. C'est une organisation, une hiérarchie, une distribution des rôles qui vise à maintenir la vie selon un modèle spécifique. La société elle-même fonctionne comme un vaste organisme où chaque individu est censé occuper une place, remplir une fonction, produire des désirs conformes à la norme. Cette machine sociale nous façonne des identités, des rôles, des subjectivités, nous transformant en des machines sociales à notre tour, devenant des rouages qui participent au bon fonctionnement de l'ensemble. Mais le CSO et cette résistance souterraine, ce murmure d'une autre possibilité, une zone de turbulence où le désir refuse de se laisser entièrement discipliner, où il cherche toujours à échapper au cadre rigide. Pensez à l'élan créateur d'un artiste devant une toile vierge ou d'un musicien face à son instrument. Il n'y a pas encore le désir de faire un paysage ou de composer une sonate, mais une urgence, une effervescence intérieure, une disponibilité à toutes les formes, un élan pur avant toute codification ou intention arrêtée. La toile ou l'instrument devient alors un corps sans organes, une surface où les intensités de la couleur, de la ligne, du son peuvent se connecter, s'agencer, se briser sans se soucier d'abord de la représentation ou de la signification finale. C'est la musique du désir avant les notes, une pure vibration avant la mélodie structurée. Comme l'avait compris le philosophe Spinoza, chaque chose, en tant qu'elle est en soi, s'efforce de persévérer dans son être, ce conatus n'étant pas une volonté consciente ou un désir de l'objet absent, mais une puissance d'exister et d'agir, une tension essentielle qui se déploie sans fin, affirmant sa propre réalité. Le CSO est cette persévérance à l'état brut, avant que l'être ne soit contraint à une forme particulière et limitative. Le véritable défi est de ne pas se laisser entièrement absorber par l'organisme, par les structures qui nous définissent et nous limitent. Le CSO n'est pas un lieu où l'on doit demeurer éternellement, car ce serait la dissolution de toute forme, l'anéantissement. Mais il est un point de fuite, une ligne d'évasion, une ressource essentielle pour la subversion et la création. C'est l'appel à se reconnecter avec cette pure puissance de désir, à sentir les flux qui nous traversent avant qu'ils ne soient organisés en bonne ou mauvaise envie, en désir acceptable ou l'interdit. Cette reconnexion permet de désarticuler les idées reçues sur ce que nous devrions être, de déconstruire les identités figées que la société et même nous-mêmes avons construites autour de nous, nous ouvrant à une fluidité existentielle. C'est la prise de conscience que nos désirs les plus profonds ne sont pas de simples caprices individuels, mais des manifestations d'une force cosmique, des agencements de flux énergétiques qui cherchent à se connecter, à produire de nouvelles réalités,
à inventer de nouvelles manières d'être. Lorsque nous nous sentons étouffés, c'est souvent notre organisme, notre moi social, notre identité structurée, qui refuse l'irruption de cette puissance désorganisatrice. La mélancolie, l'ennui profond, le sentiment de vide peuvent parfois être le symptôme d'un corps sans organes qui cherche à respirer, à s'exprimer au-delà des cadres, à se reconnecter avec sa capacité intrinsèque à produire, à créer de nouvelles liaisons inattendues, des ponts entre des mondes que nous pensions séparés. Ce n'est pas une maladie, mais une invitation pressante à explorer les marges de notre propre existence, à questionner les fondations de notre perception et de notre réalité. La lutte est constante entre l'organisme qui tente de contenir et de réguler, et le corps sans organes qui veut exploser, se ramifier, se reconnecter librement. C'est une tension créatrice, une danse perpétuelle entre l'ordre et le chaos, entre la forme et l'informe. Comprendre cela, c'est commencer à entrevoir que nos désirs les plus étranges, nos pulsions les plus inattendues, ne sont pas des aberrations ou des déviances, mais des tentatives de notre être profond de se libérer des contraintes, de se réinventer, de se laisser traverser par des flux que nous n'avons pas encore osé reconnaître ou nommer. C'est une porte ouverte sur la possibilité de vivre autrement, de désirer autrement, et de voir le monde comme un vaste champ de connexions possibles, infini et toujours renouvelé, dont nous sommes nous-mêmes une partie intégrante, une machine parmi d'autres, en constante interaction. Cette vision nous pousse à considérer comment ces machines, ces corps sans organes, se relient les unes aux autres, formant des agencements complexes et vivants, au-delà de toute prédiction. Nous avons tous été confrontés à cette expérience, parfois déroutante, d'une pulsion, d'une envie irrépressible qui nous saisit, nous pousse à agir d'une manière qui dépasse notre pure rationalité. Ce n'est pas toujours une grande passion ou un projet de vie. Parfois c'est une petite chose, l'envie soudaine d'un plat particulier, le besoin de changer de musique, l'impulsion de suivre une conversation inconnue dans la rue. Nous pouvons tenter de l'analyser, de la rationaliser, de trouver son origine dans une faim, une soif, une nostalgie, mais souvent, elle résiste à toute explication simple. Elle se manifeste comme une force brute, une sorte de courant électrique qui traverse notre être et nous connecte à quelque chose d'extérieur, à un objet, à une autre personne, à une idée, sans que nous ayons pleinement conscience de la complexité de cette liaison. C'est comme si nous étions des fils électriques, cherchant constamment à nous brancher, à nous connecter à d'autres circuits pour produire une étincelle, une lumière, un mouvement. C'est précisément cette dynamique de connexion et de production que Deleuze et Guattari appellent les machines désirantes. Pour eux, le désir n'est pas une entité mystique ou une force psychologique abstraite qui se contenterait de rêver d'un objet absent. Il est au contraire une activité concrète, une production réelle, une mécanique qui opère en permanence. Une machine désirante est un système, une association de flux et de coupures, de connexions et de déconnexions qui, en s'articulant, produit quelque chose. Imaginez une machine à café. Elle n'a pas envie de café. Elle produit du café en mettant en relation de l'eau, du café moulu, de la chaleur et une pression. Le désir fonctionne de la même manière, non pas comme une intention, mais comme une opération, un processus de fabrication continuelle. Nous sommes nous-mêmes des machines désirantes, des agencements complexes qui produisent en permanence, non pas des objets matériels à chaque fois, mais des affects, des idées, des relations, des réalités. Leur ouvrage fondamental, l'Anti-Édipe, commence par une affirmation choc. Ça produit partout, tout le temps, à tous les étages. Cela signifie que le désir est une force universelle, une énergie cosmique qui traverse l'univers, des galaxies aux cellules, des sociétés aux individus. Il n'y a pas un « moi isolé » qui désire en son fort intérieur, mais des flux de désir qui circulent, se connectent, se coupent et se reconfigurent constamment. Nous ne sommes pas les sujets du désir, mais ses produits et ses opérateurs. Le désir n'est pas une propriété de l'homme, mais la substance même de la réalité, une force de prolifération incessante. Chaque fois que quelque chose est produit, que ce soit une idée, une relation, un élan créatif, ou même une névrose, c'est une machine désirante qui est à l'œuvre. Ces machines sont caractérisées par 3 types de synthèses que Deleuze et Guattari décrivent. Les synthèses connectives, disjonctives et conjonctives. La synthèse connective est la plus fondamentale. C'est l'action de brancher, de relier des flux entre eux, comme une machine qui se branche sur une autre. Par exemple, la bouche qui se branche sur le lait, l'œil qui se branche sur l'image, la main qui se branche sur l'outil. C'est l'opération et une accumulation de liaisons, une production continue. Cette synthèse est la source de la production des désirs eux-mêmes. Elle est la source de la création, car elle met en relation des éléments qui, a priori, n'avaient pas vocation à l'être, générant ainsi de nouvelles configurations, de nouvelles potentialités. C'est l'essence même de l'innovation, la capacité à voir des liens là où d'autres ne voient que des séparations. Vient ensuite la synthèse disjonctive, qui est l'opération de la division, de la séparation, de la sélection, mais dans un sens positif, non pas une exclusion. Elle opère par un « soit ».
non pas pour choisir une option et rejeter les autres, mais pour faire exister toutes les possibilités simultanément sur la même surface du corps sans organes. C'est la puissance de la pluralité, de la multiplicité des devenirs. Par exemple, le désir d'un voyageur qui souhaite voir la montagne ou la mer ou la forêt. Il ne choisit pas, il laisse toutes ces destinations coexister comme des potentialités de son désir. Cette synthèse permet au désir de ne pas être figé sur un seul objet, de ne pas se contenter d'une seule voie, mais d'embrasser l'infinité des chemins possibles, de se diversifier, de se ramifier, de se déployer dans toute sa richesse. C'est l'ouverture à l'inattendu, la célébration de la différence, la capacité à envisager des futurs multiples. Enfin, la synthèse conjonctive est l'opération de consommation, de l'enregistrement de ce qui a été produit, la capacité à dire « c'est ça » ou « ça c'est fait ». Elle n'est pas une simple reconnaissance passive, mais une nouvelle production qui enregistre les précédentes. C'est l'opération, donc, le moment où le sujet de désir, l'individu, se constitue comme tel, mais non pas comme une origine, mais comme un effet, un résultat des machines désirantes. Par exemple, après avoir eu faim et mangé, le corps enregistre la satisfaction, non pas comme la fin du désir, mais comme une étape, une transition vers d'autres désirs. Cette synthèse est cruciale car elle permet la stabilisation temporaire des flux, la formation de ce que nous percevons comme des identités, des expériences, des souvenirs, tout en étant elle-même une production continue, jamais figée. Comme le rappelait le penseur Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, car le fleuve est toujours en mouvement, et nous aussi, dans notre processus incessant de devenir. En somme, nous sommes des usines de désir, des ateliers bruyants où des millions de pièces s'assemblent et se désassemblent constamment. Nos corps, nos pensées, nos émotions sont les produits de ces machines désirantes qui s'interconnectent à l'infini, formant des réseaux complexes. Loin d'être une faiblesse ou un manque, le désir est notre force vitale, notre capacité à construire le monde, à nous construire nous-mêmes et à nous relier à tout ce qui existe. C'est une révolution copernicienne de la psyché qui nous invite à nous voir non plus comme des individus isolés avec des désirs personnels, mais comme des nœuds dans un immense réseau de production, des opérateurs conscients et inconscients d'une force universelle qui ne cesse de créer et de se transformer. Cette perspective nous pousse à interroger les forces qui tentent de canaliser, de contrôler et de standardiser cette puissance créatrice, ce qui nous amène à considérer les mécanismes du pouvoir et de la subjectivation. Nous avons tous éprouvé cette pression insidieuse, le poids des attentes sociales, familiales, culturelles, qui pèsent sur nos désirs et nos choix. On nous dicte ce qu'il est normal de vouloir, ce qu'il est convenable de désirer, quels sont les chemins à suivre pour atteindre une vie réussie ou acceptable. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à canaliser nos pulsions, à les orienter vers des objets approuvés. Une bonne carrière, une famille stable, une consommation appropriée. Nos désirs les plus sauvages, les plus déviants, ceux qui ne rentrent pas dans les cases, sont souvent refoulés, minimisés, voire pathologisés. Cette force, qui nous pousse à nous conformer, est subtile et omniprésente, agissant comme un filtre invisible qui trie nos aspirations, nous laissant avec l'impression que nos désirs sont bien les nôtres, alors qu'ils ont été, en réalité, méticuleusement façonnés. C'est comme si un grand système d'irrigation déviait l'eau de notre fleuve intérieur vers des champs prédéfinis, laissant d'autres terres arides. C'est là qu'intervient le concept des machines sociales, des dispositifs qui capturent, orientent et utilisent l'énergie des machines désirantes. Pour Deleuze et Guattari, la société n'est pas une simple agrégation d'individus, mais une immense machine, une machine sociale, qui fonctionne elle aussi par des flux et des coupures, des productions et des consommations. Le rôle fondamental de la machine sociale est de codifier les flux de désirs, de les inscrire sur le corps sans organes de la société elle-même, de les territorialiser. Elle attribue des rôles, des fonctions, des statuts, des valeurs aux différents désirs, les rendant intelligibles et exploitables au sein d'un ordre établi. C'est elle qui dit ce qui est bon ou mauvais à désirer, ce qui est licite ou illicite, ce qui est productif ou stérile. Ces machines sociales opèrent à travers divers mécanismes. Elles peuvent être primitives, comme les sociétés tribales avec leurs rituels et leurs mythes, qui inscrivent les désirs dans la chair même des individus par des marques corporelles ou des initiations. Elles peuvent être despotiques, comme les empires avec leur système de lois, de castes, de hiérarchies qui structurent les désirs de masse en fonction d'un pouvoir central. Et elles peuvent être capitalistes, notre propre mode de production, qui se caractérise par une décofication et une déterritorialisation des flux de désirs, mais pour mieux les reterritorialiser sur les marchés, sur la consommation, sur le profit. Le capitalisme, loin de réprimer le désir, l'exacerbe et le libère, mais uniquement pour le réinjecter dans son propre cycle de production et d'accumulation. Prenez l'exemple de la publicité. Elle ne crée pas le désir de rien, mais elle capte une puissance désirante préexistante, le besoin de reconnaissance, d'appartenance, de plaisir, et la canalise vers un produit spécifique.
Le désir de manger n'est pas créé par la publicité pour un fast-food, mais le fast-food s'insère dans ce flux, le formate, lui donne une direction et un objet précis. Le désir d'aimer n'est pas créé par les sites de rencontres, mais ces plateformes deviennent les opérateurs qui connectent des machines désirantes pour produire des relations, des dates, des rencontres, souvent en fonction de critères standardisés. La machine sociale capitaliste ne dit pas « ne désirez pas ». Elle dit « désirez ceci, de cette manière, et achetez-le pour y parvenir ». Elle transforme le désir en demande solvable, en consommation. Le grand paradoxe du capitalisme, selon Deleuze et Guattari, est qu'il déconstruit les anciennes structures fixes, les traditions, les communautés, les castes, pour libérer une énergie créatrice immense, mais uniquement pour la recombiner de manière flexible et adaptable au service de sa propre reproduction. Il décodifie les désirs, c'est-à-dire qu'il les arrache à leurs inscriptions rigides et symboliques d'antan pour mieux les déterritorialiser, les rendre flottants, mobiles, disponibles pour de nouvelles connexions. Mais cette liberté n'est qu'apparente. Les flux sont ensuite reterritorialisés sur des objets de consommation, des marques, des modes de vie qui nous sont proposés comme des choix individuels, mais qui sont en réalité des options préfabriquées par le système. C'est ici que le concept d'Édipe, tel que critiqué dans l'anti-Édipe, devient central. La psychanalyse, en particulier la version freudienne, est vue comme une machine sociale qui territorialise les désirs en les ramenant systématiquement au triangle familial, père, mère, enfant, à la sexualité et à la culpabilité. Elle interprète toutes les manifestations du désir, même les plus complexes et les plus aberrantes, à travers ce prisme familial, réduisant ainsi la multiplicité et la richesse des machines désirantes à un modèle répétitif et répressif. Le complexe d'Édipe ne serait pas une structure universelle du psychisme, mais une inscription du désir, une reterritorialisation spécifique mise en place par la machine sociale occidentale pour gérer et contrôler les flux. En d'autres termes, le désir n'est pas édipien en soi. C'est la société qui l'édipianise, qui le façonne, le force à se plier à cette grille d'interprétation. Lorsque nous nous sentons coupables de désirer quelque chose d'interdit ou d'anormal, c'est souvent le signe que la machine sociale a réussi son travail d'inscription, de codification. Elle a réussi à nous faire intérioriser ces normes, à nous faire croire que nos désirs déviants sont des marques de dysfonctionnement personnel, alors qu'ils pourraient simplement être des tentatives de notre machine désirante de créer des agencements différents, de s'échapper au circuit balisé. La question n'est donc pas de savoir si nous désirons, mais comment nos désirs sont produits, qui les organisent et à quelle fin. Sommes-nous les maîtres de nos machines désirantes, ou leurs rouages sont-ils manipulés par les grandes machines sociales qui nous entourent? Comprendre la machine sociale, c'est prendre conscience des forces invisibles qui modèlent notre psychisme, qui nous poussent à vouloir ce que le système veut que nous voulions. Cela ouvre la voie à une libération possible, non pas en niant le désir ou en cherchant à le purifier, mais en cherchant à débrancher et rebrancher différemment les flux, à court-circuiter les codes oppressifs pour laisser s'exprimer des désirs plus singuliers, plus authentiques, ceux qui sont en résonance avec notre propre corps sans organes. C'est une invitation à devenir des saboteurs des machines sociales, des ingénieurs de nos propres désirs, capables de tracer de nouvelles lignes de fuite, de créer de nouvelles connexions. Nous connaissons tous ces moments où nos pensées s'emballent, où une idée en appelle une autre, où des images s'entrechoquent et se réorganisent dans notre esprit sans que nous ayons l'impression d'exercer un contrôle total. C'est comme une tempête cérébrale, une effervescence créative ou parfois une spirale anxieuse, où des fragments de souvenirs, des bribes d'informations, des intuitions fugaces se rencontrent et se combinent pour former quelque chose de nouveau, d'inattendu. Nous ne sommes pas les maîtres absolus de cette fabrique mentale, mais plutôt des observateurs de ces processus qui se déroulent en nous, des témoins des agencements qui se forment et se défont. Cette activité incessante, cette capacité à produire du sens, de l'imaginaire, de la connaissance, n'est pas l'apanage d'un « moi souverain », mais la manifestation d'une activité plus fondamentale, une forme de construction qui précède toute intention consciente. C'est ici que Deleuze et Guattari introduisent la notion d'agencement, un concept clé pour comprendre comment les machines désirantes opèrent concrètement. Un agencement n'est pas une simple association ou une collection d'éléments, mais une multiplicité qui se déploie et interagit, créant une nouvelle entité collective. Il s'agit d'une machine complexe, composée de pièces hétérogènes qui se connectent les unes aux autres pour produire des effets qui ne pourraient pas être attribués à une seule de ses composantes. L'agencement est une unité de composition, une forme de vie qui se construit à partir de fragments, de forces, de désirs, de corps, d'outils, de mots, et qui ne cesse de se transformer. Il est un processus dynamique, jamais figé, toujours en devenir. Un agencement est composé de deux axes indissociables, l'axe des expressions et l'axe des contenus. L'axe des contenus concerne les réalités matérielles, les corps, les objets, les actions, les affects. C'est le niveau du faire, du produire, de l'interaction physique. L'axe des expressions concerne les signes, les paroles, les pensées,
les images, les idées, les discours. C'est le niveau du dire, du signifier, de l'organisation symbolique. Ces deux axes ne sont pas séparés, mais s'interpénètrent et se déterminent mutuellement. Une pensée n'est jamais purement immatérielle. Elle est toujours ancrée dans un corps, dans une pratique, dans un contexte. Une action n'est jamais purement brute. Elle est toujours porteuse de sens, d'une intention, d'un discours qui l'accompagne ou la précède. Prenons un exemple concret, celui d'un livre. Un livre n'est pas seulement un contenu, une histoire, des idées. C'est aussi un agencement matériel, le papier, l'encre, la reliure, la typographie. C'est un agencement social, l'auteur, l'éditeur, le lecteur, la librairie, le marché. Et c'est un agencement expressif, la langue, le style, le genre littéraire, les figures de rhétorique. Tous ces éléments se connectent et interagissent pour que le livre devienne une machine désirante, capable de produire des émotions, des pensées, des rêves chez le lecteur. Le livre n'est pas seulement un objet, mais un processus, une rencontre de flux qui se produisent et se transforment. Un autre exemple d'agencement est celui d'une ville. Une ville n'est pas une simple collection de bâtiments ou de personnes. C'est un agencement complexe de corps, les habitants, de machines, les transports, les usines, les réseaux, de signes, les panneaux, les publicités, les architectures, de discours, les légendes urbaines, l'histoire de la ville, les projets d'urbanisme, d'affect, l'ambiance d'un quartier, le sentiment d'appartenance. Tous ces éléments s'interconnectent et produisent des flux de désirs. Le désir de se promener, le désir de travailler, le désir de consommer, le désir de se rencontrer. La ville est une gigantesque machine désirante qui ne cesse de se réinventer, de se transformer, de produire de nouvelles réalités. Nous sommes nous-mêmes des agencements. Notre corps est un agencement de cellules, d'organes, de systèmes qui fonctionnent ensemble. Notre esprit est un agencement de pensées, d'émotions, de souvenirs, d'intentions. Notre identité n'est pas une essence figée, mais un agencement temporaire de toutes ces forces qui nous traversent et nous constituent. Lorsque nous interagissons avec le monde, nous formons des agencements avec les autres, avec les objets, avec les idées. Une conversation est un agencement entre deux ou plusieurs machines désirantes, produisant de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, de nouvelles relations. Comme le soulignait le philosophe Baruch Spinoza, l'individu est toujours un mode complexe, une partie d'un réseau plus vaste, une relation de relations. L'agencement est donc la manière dont le désir se réalise concrètement. Il n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vécue, une manière de comprendre comment les choses se connectent et produisent du nouveau. Comprendre les agencements, c'est comprendre comment les machines désirantes s'articulent dans le monde réel, comment elles produisent des territoires, des expressions, des affects. C'est une invitation à sortir des analyses réductrices qui séparent les choses en catégories distinctes pour adopter une vision holistique où tout est connecté, où tout est en interaction. Cette perspective nous invite à repenser notre rapport au monde. Nous ne sommes pas des sujets passifs face à un monde extérieur, mais des acteurs actifs qui participent à la construction d'agencements sans cesse renouvelés. Chaque interaction, chaque choix, chaque pensée est une contribution à un agencement plus vaste, une modification des flux qui nous traversent et nous entourent. C'est une éthique de la connexion, une manière de se sentir responsable des liaisons que nous produisons, des territoires que nous créons, des expressions que nous inventons. En reconnaissant que nous sommes des agencements, nous reconnaissons notre puissance de création, notre capacité à transformer le monde en nous transformant nous-mêmes. Cela nous prépare à explorer les lignes de fuite, ces chemins de déterritorialisation qui nous arrachent aux agencements dominants pour inventer de nouvelles formes de vie. Nous avons tous, à un moment ou un autre, ressenti cette envie irrépressible de s'évader, de briser les chaînes invisibles qui nous retiennent, de quitter un chemin tracé pour explorer l'inconnu. Que ce soit une routine devenue étouffante, une relation qui nous enferme, un rôle social qui ne nous correspond plus, ou simplement la soif d'une liberté plus vaste, cette impulsion se manifeste comme un appel du large, une aspiration à devenir autre chose que ce que l'on est censé être. C'est le désir de décoller, de se déterritorialiser, de fuir les cadres rigides qui définissent notre existence. Ce n'est pas une fuite lâche ou une simple échappatoire, mais une force profonde qui nous pousse à créer de nouvelles voies, à inventer de nouvelles manières d'être au monde, même si cela implique de laisser derrière soi le confort et la sécurité des certitudes. Deleuze et Guattari appellent ce mouvement les lignes de fuite. Ce n'est pas une fuite au sens commun du terme, une évasion passive ou une disparition. Une ligne de fuite est une ligne de création, une déterritorialisation active qui rompt avec les agencements dominants et ouvre de nouvelles possibilités. C'est la capacité d'un système, d'un individu ou d'une société à s'échapper au code, aux structures et aux organisations qui le contiennent. La ligne de fuite est le mouvement par lequel le désir déconstruit un agencement existant pour en créer un nouveau, pour inventer des manières d'être inédites, des subjectivités singulières.
Elle est le versant positif de la destruction, une force qui ne se contente pas de rompre, mais qui s'élance vers un devenir autre. Pour comprendre les lignes de fuite, il faut d'abord saisir la notion de territorialisation. Chaque machine sociale, chaque agencement, cherche à se stabiliser, à s'inscrire sur un territoire, à se donner des codes, des lois, des formes fixes. Ce sont les routines, les habitudes, les rôles, les identités que nous intériorisons. La territorialisation est le processus par lequel le désir est capturé, organisé et sédimenté dans des agencements particuliers. C'est ce qui nous donne un sentiment de sécurité, de familiarité, une place dans le monde. Mais cette sécurité a un coût, la limitation de notre puissance de devenir. Le désir est une force nomade, fluide, qui ne cesse de vouloir se transformer, de créer de nouvelles connexions. Lorsque le désir est trop territorialisé, il s'atrophie, s'éteint, se transforme en ressentiment ou en névrose. La ligne de fuite est le mouvement inverse, la déterritorialisation. C'est le processus par lequel le désir s'arrache à ses codes, à ses territoires habituels, pour s'ouvrir à de nouvelles virtualités. Elle ne signifie pas l'anéantissement, mais la transformation. C'est lorsque l'on quitte un travail stable pour poursuivre une passion incertaine, lorsque l'on remet en question les valeurs de sa famille pour adopter une autre philosophie de vie, lorsque l'on expérimente de nouvelles formes d'art ou de relations. Ce n'est pas une décision purement rationnelle, mais une impulsion profonde, un élan vital qui nous pousse à briser les clôtures. Comme l'a formulé le philosophe Henri Bergson, la vie est une poussée créatrice, une force qui tend à se dépasser sans cesse, à inventer de nouvelles formes. Les lignes de fuite sont les manifestations de cette poussée au niveau des agencements. Ces lignes de fuite ne sont pas toujours grandioses ou révolutionnaires. Elles peuvent être minuscules, imperceptibles, des bifurcations dans le quotidien, des manières de penser différemment, de se connecter autrement, de s'exprimer par des gestes inattendus. Un artiste qui invente un nouveau style, un scientifique qui ose une hypothèse non orthodoxe, un individu qui décide de vivre hors des sentiers battus, tous ces exemples manifestent une ligne de fuite. Elles sont toujours porteuses d'un risque, car elles nous éloignent de la sécurité du connu. Mais c'est dans ce risque que réside la possibilité de la création, de l'invention de soi. Il existe aussi un danger inhérent aux lignes de fuite. Le risque d'une déterritorialisation absolue qui mènerait au chaos, à l'éclatement complet de toute structure, à la dissolution de l'identité. C'est ce que Deleuze et Guattari appellent parfois la ligne de fuite destructrice, où la rupture devient une fin en soi, sans production de nouvelles connexions. Il est donc crucial de comprendre que la déterritorialisation ne doit pas être une pure négation, mais toujours une étape vers une reterritorialisation nouvelle, une nouvelle forme d'agencement, une nouvelle manière d'organiser les flux de désir, mais cette fois-ci de manière plus ouverte, plus souple, moins rigide. C'est une danse constante entre la stabilité et le mouvement, entre l'ordre et le chaos. La capacité à tracer des lignes de fuite est le signe d'une puissance de devenir, d'une vitalité qui refuse d'être figée. C'est l'expression même du corps sans organes qui cherche à se manifester, à échapper aux organes qui lui ont été assignés. Les lignes de fuite sont les chemins que le désir emprunte pour se libérer, pour explorer ses propres virtualités, pour se connecter à d'autres flux et créer de nouvelles machines désirantes. C'est la force qui nous pousse à nous réinventer, à transformer nos vies, à échapper au déterminisme et aux prédestinations. En reconnaissant l'existence des lignes de fuite, nous nous donnons la permission d'explorer nos propres désirs inconvenants, nos aspirations irrationnelles, nos envies de faire autre chose. Ce n'est pas une incitation à la rébellion aveugle, mais une invitation à l'expérimentation, à la création de soi, à la fabrication de notre propre liberté. C'est la compréhension que nous ne sommes pas voués à une seule forme d'existence, à une seule identité, mais que nous avons en nous la capacité de nous transformer, de nous métamorphoser, de devenir ce que nous n'avons pas encore osé être. Le désir est cette puissance de transformation, ce moteur qui nous pousse à franchir les frontières, à explorer les marges, à inventer des mondes. C'est une éthique de l'ouverture, une philosophie de l'aventure, une manière de vivre en connexion constante avec le flux ininterrompu de la vie elle-même. Cela nous amène naturellement à questionner la relation entre le désir et la liberté, et à interroger ce que signifie réellement être libre dans un monde de machines. Nous aspirons tous à la liberté, à la capacité de choisir notre propre voie, d'agir selon nos propres volontés. Mais cette aspiration est souvent traversée par une interrogation silencieuse. Nos choix sont-ils véritablement les nôtres, ou sommes-nous les jouets de forces qui nous dépassent, de désirs inconscients, de conditionnements sociaux? Nous nous efforçons de prendre des décisions éclairées, de peser le pour et le contre, de maîtriser nos impulsions. Pourtant, il y a des moments où le désir se manifeste avec une telle intensité qu'il semble nous emporter, nous dictant nos actions, nous poussant vers des chemins que notre raison n'aurait pas forcément choisis. C'est comme si une force intérieure, plus primale que notre volonté consciente, prenait les rênes, nous laissant avec une sensation de puissance et d'étrangeté mêlée.
Cette expérience met en lumière la complexité de notre rapport à la liberté et questionne les frontières de notre autonomie. Pour Deleuze et Guattari, la question de la liberté est profondément liée à la nature du désir en tant que machine productrice. Si le désir est cette force cosmique qui produit sans cesse, sans intention ni finalité consciente, comment pouvons-nous alors parler de liberté? Le désir n'est pas libre au sens d'un choix délibéré et rationnel opéré par un sujet autonome. Au contraire, il est une force impersonnelle, une énergie qui circule et se connecte. Le problème n'est pas de savoir si nous sommes libres de désirer, mais plutôt de savoir comment nous pouvons nous libérer des modes de subjectivation qui nous enferment, des territorialisations qui répriment le désir et l'empêchent de se déployer dans toute sa richesse. La liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité à agencer différemment les flux, à créer de nouvelles connexions, à tracer de nouvelles lignes de fuite. Leur approche remet en question la conception classique de la liberté comme une capacité individuelle de choix face à des options préétablies. Selon cette vision traditionnelle, être libre, c'est choisir entre A et B, ou entre le bien et le mal. Mais si nos désirs sont déjà formatés par les machines sociales, si nos options sont déjà codifiées, cette liberté de choix est-elle vraiment une liberté? Deleuze et Guattari suggèrent que la véritable liberté réside dans la capacité à inventer les options elles-mêmes, à produire de nouvelles possibilités, à défaire les agencements existants pour en créer de nouveaux. Il ne s'agit pas de choisir dans le système, mais de choisir de produire de nouveaux systèmes, de nouvelles manières d'être. La liberté est donc intrinsèquement liée à la déterritorialisation et à la reterritorialisation créatrice. Elle est la capacité à rompre avec les agencements oppressifs, avec les codes qui nous assignent une place et une fonction, pour s'ouvrir à des devenirs inattendus. C'est la puissance de créer de nouvelles lignes de fuite, de s'échapper aux déterminismes psychologiques et sociaux. Mais attention, cette liberté n'est pas une licence pour le chaos. Elle est toujours une reterritorialisation sur un nouveau plan, une réorganisation des flux de désir, mais cette fois-ci de manière plus ouverte, plus expérimentale, plus flexible. Comme l'expliquait le philosophe Friedrich Nietzsche, la liberté se mesure à la résistance que l'on oppose aux forces qui tentent de nous déterminer, à notre capacité à affirmer notre propre volonté de puissance créatrice. Prenons l'exemple d'un individu qui se sent piégé dans un travail qu'il déteste, mais qui offre une sécurité matérielle. Sa liberté, au sens classique, serait de choisir de rester ou de partir. Mais Deleuze et Guattari iraient plus loin. La véritable liberté serait de reconsidérer la nature même du travail, de l'argent, de la sécurité. Ce serait de déterritorialiser son désir du travail stable pour le reterritorialiser sur la création d'une activité passionnante, même si elle est incertaine, sur la construction de nouvelles relations, sur l'expérimentation de nouveaux modes de vie. Ce n'est pas une simple décision, mais un processus de transformation des agencements qui le constituent et qui le relient au monde. C'est la fabrication d'une nouvelle subjectivité, d'un nouveau rapport à soi et aux autres. La liberté n'est pas donnée, elle se fabrique. Elle est le fruit d'une lutte constante contre les forces de codification et de sédimentation qui cherchent à figer le désir. Elle est la capacité à maintenir une certaine fluidité, une ouverture aux transformations, à ne pas se laisser enfermer dans des identités rigides ou des rôles préétablis. C'est une éthique de l'expérimentation, une invitation à devenir un nomade dans sa propre existence, à explorer les marges, à traverser les frontières, à inventer de nouvelles géographies intérieures et extérieures. Cette liberté du désir est une force de désubjectivation. C'est-à-dire qu'elle nous permet de nous échapper aux formes de subjectivité que la société nous impose, l'individu édipien, le consommateur, le travailleur. Elle nous invite à nous voir non plus comme des sujets dotés d'une identité fixe, mais comme des devenirs, des processus en constante transformation, des flux de désir qui se connectent et se déconnectent. C'est la reconnaissance que notre « moi » n'est pas une entité stable, mais un agencement temporaire de force, de désir, d'affect, qui peut toujours être déconstruit et reconstruit autrement. En fin de compte, être une machine à désirer libre, c'est assumer notre puissance de production, notre capacité à créer du neuf, à inventer de nouvelles réalités. C'est reconnaître que le désir n'est pas une faiblesse à contrôler, mais une force à libérer, à orienter, à agencer de manière créative. C'est une invitation à l'audace, à l'expérimentation, à la transgression des limites imposées, non pas par esprit de rébellion gratuit, mais par nécessité vitale de déploiement de notre être. La véritable liberté n'est pas de choisir ce que l'on désire, mais de laisser le désir produire de nouvelles manières d'être et de vivre, en dehors des sentiers battus, en connexion profonde avec les flux de la vie elle-même. Cela ouvre la voie à une nouvelle éthique, une éthique du flux et de l'expérimentation, loin des moralismes traditionnels. Nous nous sommes tous retrouvés un jour face à une décision morale, un dilemme où les règles établies ne suffisaient pas à nous éclairer. Faut-il suivre la norme, se conformer à ce qui est attendu, ou écouter cette petite voix intérieure,
cette impulsion qui nous tire vers une voie moins conventionnelle, voire illicite aux yeux de certains. Nous sommes habitués à penser l'éthique comme un ensemble de principes universels, de lois morales transcendantes, ou de vertus à cultiver pour atteindre un idéal. On nous enseigne le bien et le mal, le juste et l'injuste, comme des vérités immuables. Pourtant, il y a des situations où ces cadres semblent se fissurer, où la complexité du réel dépasse la simplicité des règles, nous laissant avec un sentiment d'incertitude, mais aussi parfois avec la possibilité de créer une nouvelle réponse, une nouvelle manière d'agir qui n'était pas prévue par le code. Pour Deleuze et Guattari, l'éthique ne peut pas se fonder sur un jugement moral ou une loi transcendante qui viendrait du dehors pour réguler nos désirs. Si le désir est une force productive, une machine qui fabrique sans cesse de nouvelles réalités, il ne peut pas être jugé a priori comme bon ou mauvais. Il est ce qui est. L'éthique devient alors une question de comment. Comment vivre ses désirs, comment les agencer, comment les faire circuler pour qu'ils produisent de la vie, de la création, de la puissance, plutôt que de la frustration, de la répétition ou de la destruction. Ce n'est plus une morale du devoir, mais une éthique de l'expérimentation, une manière d'explorer les potentialités du désir et de ses agencements. Cette éthique est une éthique de l'immanence, car elle ne fait pas appel à un au-delà, à un Dieu, à une loi éternelle ou à un idéal transcendant. Elle se déploie entièrement dans le plan de l'existence, dans la matière même des désirs et de leur production. Le bien n'est pas ce qui est conforme à une loi, mais ce qui augmente notre puissance d'agir, notre capacité à nous connecter à d'autres flux, à créer de nouvelles formes de vie. Le mal n'est pas ce qui est mauvais en soi, mais ce qui diminue notre puissance, ce qui nous fige dans des agencements rigides, ce qui nous empêche de devenir. Comme l'avait compris le philosophe Baruch Spinoza, une action est bonne si elle nous permet de persévérer dans notre être avec plus de joie, et mauvaise si elle nous en éloigne en nous causant de la tristesse. L'éthique des machines désirantes est donc une éthique de la pleine puissance. Il s'agit de libérer le désir de ses entraves, de le laisser s'exprimer dans toute sa multiplicité, de le faire circuler sans être capturé par les machines sociales oppressives. Cela ne signifie pas faire n'importe quoi, ou céder à toutes les pulsions. Au contraire, cela demande une vigilance constante, une capacité à distinguer les désirs qui mènent à la vie et à l'ouverture, de ceux qui mènent à la répétition stérile, à l'enfermement ou à la destruction de soi et des autres. C'est une éthique de la prudence dans l'expérimentation, une sagesse du flux. Cette éthique se manifeste par la capacité à affirmer le désir. C'est-à-dire non pas à le refouler ou à le juger, mais à reconnaître sa puissance productive et à l'orienter vers la création. Affirmer le désir, c'est dire oui à la vie dans toutes ses manifestations, même les plus chaotiques, les plus contradictoires. C'est accepter la multiplicité de nos devenirs, la fluidité de nos identités. C'est une éthique de l'optimisme radical, non pas une naïveté, mais une foi dans la puissance créatrice de la vie elle-même. Prenons l'exemple d'une personne qui développe une passion inhabituelle ou un mode de vie qui sort des normes. La morale traditionnelle pourrait y voir une déviance, un écart. L'éthique deleuzienne inviterait à évaluer cette passion non pas à l'aune d'une règle externe, mais à l'aune de ce qu'elle produit. Est-ce qu'elle augmente la puissance de vie de cette personne ? Est-ce qu'elle ouvre de nouvelles connexions, de nouvelles perspectives, de nouvelles joies ? Ou au contraire, est-ce qu'elle enferme dans une répétition stérile, une destruction, une souffrance non productive ? La question n'est pas est-ce bien ou mal, mais est-ce que ça crée de la vie, de la connexion, de la puissance ? Cette éthique est aussi une éthique du devenir. Il ne s'agit pas d'atteindre un état fixe et idéal, comme la sagesse ou la sainteté, mais de se maintenir en mouvement, en transformation constante. Le sujet éthique est celui qui est capable de se déterritorialiser de lui-même, de ses propres habitudes, de ses propres certitudes, pour s'ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles manières de percevoir, de sentir, d'agir. C'est une éthique de l'ouverture au monde, de la capacité à se laisser traverser par les flux, à se laisser transformer par les rencontres. En fin de compte, l'éthique des machines désirantes est une invitation à devenir un expérimentateur de soi-même. À ne pas attendre des lois ou des maîtres pour nous dire ce que nous devons désirer, mais à explorer nos propres désirs, à en comprendre la mécanique, à en déceler les pièges et les potentialités. C'est une éthique de la responsabilité envers notre propre puissance de vie, envers notre capacité à créer du nouveau. Il s'agit de construire des agencements qui favorisent la circulation des désirs, la création, la joie, et de défaire ceux qui les entravent. Ce n'est pas une quête de bonheur individuel égoïste, mais une contribution à la prolifération de la vie elle-même, une participation consciente à la grande machine cosmique du désir. Cette éthique nous pousse à comprendre comment une telle approche peut transformer notre vision du monde et notre place en son sein. Ce cheminement nous a conduits à travers les strates de ce que nous croyions être notre moi, notre volonté, nos désirs, révélant une machinerie plus vaste, plus complexe et surtout bien plus productive que nous l'imaginions. La compréhension s'est faite au fur et à mesure,
non pas comme une accumulation de savoir, mais comme une décantation, un affinement de la perception de notre propre vitalité. Les notions de corps sans organes, de machine désirante, d'agencement, de ligne de fuite, ne sont pas de simples concepts intellectuels. Elles sont des outils pour sentir, pour vivre, pour respirer différemment, pour reconnaître en soi cette puissance ininterrompue qui fabrique des mondes et des réalités. Il ne s'agit plus de chercher une vérité extérieure, mais de ressentir la vérité de cette force qui nous constitue, de l'embrasser dans sa multiplicité et son dynamisme. Nous avons plongé dans cette vérité dérangeante et libératrice, celle que notre désir n'est pas un manque à combler, mais une énergie débordante, une capacité infinie à produire des connexions, à inventer de nouvelles formes d'existence. Il n'est pas une faiblesse à maîtriser, mais une force à écouter, à agencer, à libérer des entraves de la territorialisation. Chaque impulsion, chaque aspiration, même la plus fugitive, est une manifestation de cette machine qui opère en nous, cherchant toujours à s'ouvrir, à se relier, à créer du neuf. Être humain, c'est être cette fabrique constante de réalité, ce flux ininterrompu de devenir, cette étincelle qui ne cesse de chercher à embraser de nouveaux territoires. La véritable question n'est plus « que désirez-vous » mais « quelle machine êtes-vous, quelle machine produisez-vous et comment laissez-vous le désir créer de nouvelles vies ?» C'est une invitation à se défaire des identités figées, à explorer les marges, à tracer des lignes de fuite qui nous arrachent aux automatismes. Selon les mots de Gilles Deleuze, le désir est une révolution à l'état pur. Une force qui ne cesse de subvertir l'ordre établi et de proposer de nouvelles manières d'être au monde. C'est en cultivant cette lucidité, en comprenant les mécanismes qui nous animent, que nous pouvons nous affranchir des cadres réducteurs et devenir de véritables architectes de notre existence. Si cette exploration a résonné en vous, si elle a allumé une nouvelle étincelle de compréhension ou même un désir nouveau d'approfondir ces questions, alors cette vidéo a atteint son but. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions, vos propres expériences de cette machine à désirer qui est en vous. Votre interaction nourrit ces discussions et permet à cette philosophie de continuer à vibrer. Aimez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose de précieux. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des profondeurs de la pensée. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.